Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué et de passer un moment en ma compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de petite lecture et du coup j'ai toutes mes lectures du mois de décembre à vous présenter. Je pense que ça va être un petit update lecture. J'ai lu une dizaine de livres mais vous allez voir qu'il y a pas mal de relectures que j'ai fait en décembre. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera chaud au cœur. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire en me disant si vous avez déjà lu certains des livres que je vais vous présenter, ou si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me laisser un emoji de la couleur bleue cette fois-ci. Et bien sûr, pensez à bien vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir, ça me donne de la force et du courage, donc merci à vous. Comme d'habitude, pour les updates lecture, je vais commencer avec les graphiques. Alors ce mois-ci, ça va être léger puisque je n'ai lu qu'un graphique, donc ça va être relativement rapide. J'ai lu du coup Arline de Stéphane Sejic, je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'on le dit mais c'est pas grave, que Urban Comics m'a envoyé au mois de décembre. C'était un des lots que je faisais gagner sur Instagram et du coup je leur ai demandé si je pouvais aussi le découvrir et ils me l'ont très gentiment envoyé et j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré retracer l'histoire de Harley Quinn en fait, puisque c'est de son histoire qu'on va parler et c'est plus de son histoire à elle avant qu'elle devienne complètement folle et peu de temps avant qu'elle rencontre le Joker. Enfin, elle va le rencontrer dans le récit, mais c'est en plusieurs parties et en fait on voit que c'est une jeune femme brillante, c'est une psychologue brillante en fait, mais qui souhaite vraiment mettre dans sa vie une sorte de piquant, un challenge, et dans sa tête ce challenge c'est d'expliquer la folie en fait, d'expliquer pourquoi il y a des gens qui tuent et qui sont complètement possédés par une certaine folie, et elle fait une thèse sur ça qu'elle pense révolutionnaire parce qu'elle se dit si jamais on comprend en fait l'essence de la folie et où ça commence, eh bien on peut traiter cette folie et du coup il peut y avoir que des gens sains qui existent. Alors quand je dis des gens sains et des gens de folie, je parle des psychopathes, notamment des tueurs en série en fait, c'est surtout dont ça elle parle. Sauf que ça va changer dans le récit puisqu'en fait elle va être témoin d'un braquage et d'un meurtre et c'est le Joker et ses complices qui vont lui apparaître et elle va être complètement traumatisée et en fait elle va avoir un espèce de stress post-traumatique qui va apparaître et qui vont vraiment la suivre jusqu'au bout de ses recherches et finalement elle va décider de rejoindre l'asile d'Arkham en tant que scientifique pour y travailler et pour surtout être au cœur de la folie. Sauf que le Joker a été attrapé et que pour avoir de la matière, elle doit interroger tous les serial killers un petit peu considérés comme déments, ce qui est son cas, mais elle repousse vraiment l'échéance parce qu'elle a peur de lui, il lui cause des cauchemars, etc. Et puis elle va finir par le rencontrer et en fait il va y avoir un lien qui va s'établir entre eux et c'est très malsain, je vous l'accorde, mais c'est aussi très très bien fait dans l'histoire et du coup on va voir un petit peu où va commencer leur romance et où la peur de lui va se transformer en obsession de lui, et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est très bien fait, la BD est magnifique en plus. Je vous montre quelques planches du coup qu'on peut avoir dans la BD et vous voyez là c'est son entretien avec le Joker et tout, et franchement c'est très très bien fait et je vous la recommande. J'ai fait une grande relecture entre le mois de novembre et décembre. Vous le savez si vous avez regardé mon update lecture de novembre 2022 que je vous remets juste ici si ce n'est pas encore le cas. J'ai fait une grande relecture en fait de la saga ACOTAR parce que j'avais une grosse baisse de morale, donc du coup au mois de décembre j'ai lu le tome 2 qui est bien évidemment mon préféré. J'ai adoré ce tome, enfin c'est pas seulement mon préféré, il y en a un autre. J'ai bien évidemment aussi lu le tome 3 parce que j'étais bien ambiancée, je me suis dit allez on y va, et du coup j'ai lu aussi le tome 3.5, enfin j'ai relu le tome 3.5, et pour clôturer la saga et ma relecture de cette saga, j'ai bien évidemment relu le tome 4 que je n'avais jamais relu jusque là en fait. Je l'ai lu en 2021 et je l'avais jamais relu, donc cette petite relecture en 2022, un an après l'avoir lu pour la première fois, m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal d'éléments et c'est un tome qui m'a encore une fois fait pleurer. Il est incroyable ce tome. Ça parle de Nesta puisqu'on va suivre son point de vue et sa romance avec un certain personnage que je ne citerai pas. Mais surtout ça parle de santé mentale puisqu'en fait Nesta fait une dépression et elle est en plein déni par rapport à sa santé mentale. Elle essaye de fuir en fait l'état de sa santé mentale et de fuir la réalité dans lequel elle est, et c'est
bouleversant à souhait et c'est un personnage qu'on déteste en fait tout le long de la saga de base en fait où on suit Fer. On la déteste parce qu'elle est connue pour être la grande sœur méchante, la grande sœur froide, austère, qui a eu aucun scrupule en fait à balancer sa petite sœur et à la laisser se reposer toute seule, enfin chasser toute seule, enfin voilà. Et en fait on comprend pas mal de choses dans ce roman là. On voit à quel point Nesta se déteste, s'en veut, à quel point elle se voit comme un monstre. C'est bouleversant à souhait. Il y a plein de scènes moi qui me mettent les larmes à l'œil et il y en a plein qui m'ont fait pleurer aussi. Et c'est un de mes tomes préférés, je dirais, avec le tome 2, bien sûr, le tome 2, l'indémodable, l'incroyable tome 2. Mais voilà, c'est une saga que je peux que vous recommander. J'en parle en voilà, en vois-tu, en travers. C'est vraiment ma saga préférée. J'adore me faire des relectures de cette saga, surtout quand j'ai pas trop le moral, que j'ai le moral dans les chaussettes. C'est un univers qui est vachement réconfortant pour moi. Et qui me fait beaucoup de bien par plein de messages, par plein d'aspects, par l'histoire, par les personnages où je me sens bien avec eux. Et voilà, je les adore. Rentrons dans le vif du sujet avec une lecture qui m'a déçue. Il s'agit de Un Noël Royal d'Alix Nichols que j'ai lu en lecture commune avec Gladys. C'était notre première lecture commune et je suis très triste de voir que notre première LC est un gros flop, vraiment. Donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres en 2023 pour rattraper celle-là. C'est une histoire qui me faisait très envie. Vous avez compris à sa couverture du coup que c'est une romance de Noël. Je suis pas forcément portée sur les romances de Noël. D'ailleurs c'est la première année que j'en lisais vraiment. Et ça en tout cas ça n'a pas été une très bonne découverte. On va suivre un personnage qui s'appelle Camille, qui porte donc le même prénom que moi, et qui est considérée comme une espèce de sorcière parce qu'en fait il y a 6 ou 7 ans de ça, sa sœur aînée a été nommée coupable d'un crime, à savoir qu'elle a mis le feu dans un palais royal et que ce feu a tué un jeune prince et sa sœur aînée a été retrouvée morte, mais tout le monde l'a pointé du doigt, tout le monde a dit que c'était elle en fait la pyromane, celle qui a tué le prince, etc. Et depuis, Camille est considérée comme la sœur de la criminelle, la sorcière du coup. Elle est très mal vue, elle vit dans une caravane qui est pas très bien isolée alors que c'est le grand froid. Elle essaye de vivre comme elle peut, de survivre plutôt comme elle peut. C'est pas terrible. Le début s'annonçait plutôt sympathique parce qu'en fait un jour un duc en fait va arriver à sa porte et va lui dire voilà il faut qu'on se marie. Elle va lui dire non mais non en fait je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Donc la situation était un peu cocasse et en fait lui il lui explique que pour avoir le statut du duc de son grand-père, celui-ci a mis une condition, à savoir qu'il doit l'épouser. Il sait pas pourquoi son grand-père a fait ça, mais il doit l'épouser et lui offrir une vie décente en fait. Et elle le connaît pas donc elle veut pas et il lui dit bah on a qu'à rester mariés 1 an. En fait ils partent sur un petit deal en disant bah on reste mariés 1 an, comme ça pendant 1 an bah toi tu vis dans l'opulence etc. Moi je t'ai épousé pendant 1 an donc du coup j'ai rempli mon contrat et puis après on divorce. Du coup je m'étais dit putain ça va être super sympa si on les suit pendant 1 an. Ça peut être vachement cool de voir l'évolution en fait sur toute une année et qu'en fait ça commence à Noël et ça se termine à Noël. Et je me suis dit ouais, c'est hyper original en fait. Sauf que non. Le récit est sur peut-être 2 semaines, 2 semaines et demie et encore. Et Camille va accepter parce que bon bah déjà ça lui permettra de vivre un petit peu mieux hein, on va dire, et surtout elle se dit qu'elle va pouvoir enquêter sur le fameux incendie parce qu'elle est persuadée que sa sœur n'est pas coupable et que elle est innocente et qu'elle a juste été nommée coupable parce que c'était plus facile comme ça. Donc elle veut absolument comprendre ce qui s'est passé il y a 6 ou 7 ans et innocenter sa sœur. Donc le début commençait bien, c'était prometteur, avec Gladys on disait ouais ça commence pas mal, c'est plutôt sympa, l'histoire d'une enquête avec la romance de Noël c'est hyper original, voilà on était hyper emballés et en fait plus on défilait sur les chapitres et plus il s'est avéré que c'était un gros flop. D'ailleurs je l'ai mis dans mes pires lectures de 2022, enfin dans mes déceptions, je vous remets la vidéo juste là. J'ai pas du tout aimé cette lecture parce qu'il y a plein d'éléments qui m'ont beaucoup dérangé. Le premier étant que l'enquête n'a aucun sens, n'a strictement aucun sens. Avec Gladys on n'a pas du tout compris comment Camille
trouver des pistes déjà et arriver à faire le rapprochement entre le point A, le point B, le point C et à finalement comprendre la vérité. Nous on n'a rien compris par rapport à ça, on s'est dit que c'était un peu léger quand même. Et le deuxième point négatif pour moi ça a été la romance. Je sais pas si Gladys l'a aussi mal vécu que moi, mais alors de mon côté j'ai absolument pas adhéré à cette romance. Le duc qui s'appelle Louis est un gros macho, il est insupportable, il est horrible. Alors quand il voit Camille la première fois, il dit qu'elle est laide et moche, parce que tu comprends, elle a une coupe au carré, elle a les cheveux touffus, elle a des lunettes, elle s'habille avec des vêtements amples et tout, et du coup il décide, vu que ça va devenir la duchesse, de refaire complètement sa garde-robe selon ses goûts à lui, et sans écouter ce que elle veut en fait, ni les couleurs qu'elle veut, etc. Donc il la relook selon lui. Et il choisit même sa nouvelle coupe de cheveux, à savoir une coupe à la garçonne. Et à partir du moment où il voit le relooking, en fait, il la regarde différemment. Il se dit ouais, elle est magnifique, waouh, elle est trop belle. En fait, elle a des courbes magnifiques, elle est toute fine, elle est délicate. Et c'était à vomir, mais à vomir ce personnage. Mais vraiment, horrible. Il y a des scènes érotiques dedans. Bon, c'est pas forcément ça qui est dérangeant, mais je trouvais que ça arrivait comme un cheveu sous la soupe, comme leur romance d'ailleurs. Il n'y a pas de rivalité entre eux, mais en fait, bon, ils se connaissent pas vraiment et je sais pas pourquoi, d'un coup, tu passes à un chapitre où, bizarrement, d'un coup, les deux sont amoureux l'un de l'autre et tu comprends pas ce qui s'est passé entre le moment où t'as tourné ton chapitre et où leur relation était cordiale mais sans plus, et dans ce chapitre-là, boum, d'un coup, ça tombe comme ça, ils sont amoureux. Alors qu'ils ne se connaissent pas, d'ailleurs, il y a quasiment aucun dialogue entre eux, enfin, ils sont très rares, si ce n'est sur l'enquête. Bref, un gros flop. Je sais que ça fait partie d'une saga qui me donne pas franchement envie, honnêtement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil à cette saga. Donc si vous n'avez pas lu la saga, vous allez rien comprendre comme moi. Donc pas terrible. Passons à une lecture absolument excellente qui est le tome 3 des cavaliers de l'Apocalypse, donc à savoir Famine de Laura Thalassa, que j'ai lu en décembre. J'avais trop hâte de le lire. On m'avait dit que c'était vraiment un enemies to lover et que il y avait certains petits trucs du tome 1 qui pouvaient me rappeler la romance. Alors la romance est complètement différente du tome 1, mais je comprends ce que les gens ont voulu me dire, c'est que c'est vraiment un enemies to lover et il est beaucoup plus sombre que le tome 1, parce que le tome 1 c'était un enemies to lover mais c'était mignon très rapidement. Là c'est un vrai enemies to lover où il y a vraiment une rivalité et entre les deux il y a une haine et c'est hyper intense et tout, et j'ai adoré cette relation qu'ils avaient dans le tome 3 entre donc Famine et Anna qui est notre personnage principal féminin. C'est très différent des autres tomes parce que Anna est une prostituée en fait dans ce livre là, et du coup elle a une sexualité qui est très ouverte et elle en parle sans tabou et ça met mal à l'aise Famine en fait, et du coup ça se voit et elle en joue vachement et c'était très drôle. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture là. On va suivre du coup Anna qui va être donnée en pâture à Famine par sa patronne qui est donc une patronne de prostituée, je sais plus trop comment on appelle ça, un Mac je crois, et qui se fait appeler Madame, et en fait Famine ne va pas forcément apprécier et il va les tuer toutes les deux. Mais la mort ne va pas vouloir de Anna et elle va revenir à elle et elle va avoir pour but de se venger de Famine parce qu'elle va se réveiller en fait dans une piscine entière de corps où il y a aussi Madame qui est décédée. Et en fait il y a plein de gens qui sont morts parce qu'ils sont venus le voir et c'était horrible. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Famine, je l'ai trouvé vraiment très en profondeur en fait. C'est le seul cavalier qui déteste à ce point là les humains, qui les méprise parce qu'il a eu des différends avec les humains, il a eu des expériences horribles et ça m'a fait tellement mal au cœur et je l'ai adoré, enfin j'ai adoré leur couple, j'ai passé un excellent moment de lecture et c'était un de mes tomes préférés. J'ai ensuite lu Les Loups Dorés donc de Roshani Chokshi que j'ai lu en lecture commune avec ma petite Léana. Je vous remets son compte dans la barre d'infos. Et cette lecture a été une lecture en demi-teinte dans le sens où c'était pas une mauvaise lecture, mais j'en reste quand même mitigée et assez déçue finalement. On va être à Paris en 1889, en plein milieu de l'exposition universelle qu'il y a à Paris, et l'ambiance déjà du roman est
vraiment bien faite pour le coup. On voit qu'il y a vraiment des recherches qui ont été faites en amont par l'autrice par rapport à ça. Donc c'est un roman historique et c'est un roman style un peu de chasse au trésor, si vous voulez, avec de la magie. Mais j'ai trouvé que l'univers en fait était très mal exploité. J'ai pas vraiment compris en fait son univers. C'est un mélange de steampunk avec de la magie, mais j'ai pas compris grand chose. Je trouve que c'est très mal expliqué en fait. On nous jette dedans en mode tu vas comprendre, t'inquiète, ça va être très clair, alors que pas du tout. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction honnêtement ou si c'est écrit comme tel, mais j'ai trouvé que l'explication de l'univers magique notamment est très maladroite, pas très bien faite, et du coup moi tout le long du roman c'est resté en surface cette partie là sans que vraiment je comprenne et que je rentre dedans. Donc j'ai trouvé ça dommage et j'admets avoir été dérangée par l'histoire de manière générale parce que pour moi c'est un réchauffé de Six of Crows et ça m'a pas trop plu de ce point de vue là parce que j'ai eu vraiment l'impression de lire un Six of Crows mais réchauffé, pas très bon en fait et bof, vraiment bof par rapport à ça. Grosso modo, vous avez l'ordre de Babel qui est composé de plein de familles influentes et un des personnages qu'on suit qui s'appelle Séverin était jadis l'héritier d'une de ces maisons mais il a été éjecté puisque d'après les tests qui ont été faits sur lui finalement c'est pas le digne héritier de sang de son père et donc du coup c'est pas lui qui peut hériter de sa propre maison, donc il a été mis sur les bancs de cette société secrète et il a quand même réussi dans sa vie puisqu'il est chef d'un espèce, je sais pas trop, un grand hôtel qui fait restaurant, qui fait cabaret, qui fait plein de choses et en fait on va le suivre avec sa bande, donc c'est une bande d'amis exactement comme dans Six of Crows, ils ont chacun leur spécialité, ils font du vol notamment, beaucoup de vol en fait pour survivre et ils vont être engagés par un autre héritier d'une des familles du clan de l'ordre de Babel pour enquêter en fait sur un artefact magique qui a disparu et ils veulent absolument le retrouver. Ils vont pas avoir le choix en fait, ils vont être forcés d'enquêter et de trouver cet artefact et du coup de le voler et du coup de sauver Paris, etc., parce que c'est un artefact magique très dangereux. Finalement c'est une bande de voleurs qui se transforment en héros, un peu comme dans Six of Crows. Enfin vous voyez, il y a beaucoup de rapprochements j'ai trouvé, même au niveau des caractères et même au niveau des romances. C'est vrai, on peut très facilement le comparer à Kaz en fait et ça m'a vraiment dérangé, même au niveau de sa romance en fait c'est très similaire et c'est très bizarre en fait. Du coup c'est pas un mauvais roman, c'est simplement que en ayant lu Six of Crows c'est du réchauffé. Voilà, c'est très dommage parce que ça m'aurait pas dérangé en fait que ça fasse un espèce de Six of Crows, mais l'histoire pour moi est vraiment similaire sur beaucoup trop d'aspects et ça m'a beaucoup dérangé. En plus de ça, l'univers est pas du tout fluide comme dans Six of Crows. Je trouvais que c'est très mal exploité, enfin c'est vraiment dommage. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire qu'on m'a offert pour Noël, donc je lirai la suite. Mais si je suis pas forcément emballée par le tome 2, bah je pense que je m'arrêterai là. J'ai lu aussi Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain, qui est une romance de Noël, qui est pas très grosse comme vous pouvez le constater. C'est la première romance de Noël de Sophie Jomain que je lis. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé notamment Les Étoiles de Nocède, qui est une de mes sagas favorites. Et j'avais vraiment envie de découvrir Sophie Jomain dans cette plume un petit peu différente qu'est les romances de Noël si vous voulez. Et j'ai passé plutôt un bon moment de lecture, c'était très mignon, c'était très féerique. Ça casse pas trois pattes à un canard honnêtement, surtout que voilà, ça se lit très rapidement, c'est très court. Mais c'était mignon, ça a fait vraiment le taf de la romance de Noël que j'attendais pour le coup et ça m'a plu par cet aspect là. On va suivre l'histoire de Lia qui est une femme qui vit avec son père et son fils pas très loin de Chamonix je veux dire, et en fait ils ont un élevage de rennes et ils font aussi un Airbnb si vous voulez, une espèce de refuge où ils accueillent des gens pendant un moment, ils essayent de survivre à ça parce que leur refuge malheureusement est dans le déficit, surtout suite au Covid en fait. Mais Lia ne se décourage pas, elle a beaucoup de frais aussi parce que son fils est malade en fait. Alors je sais plus s'il il a une certaine maladie je crois, mais il a quelque chose au niveau de sa mâchoire qui fait qu'en fait c'est un petit garçon qui est très différent, qui est très attachant par bien des aspects mais qui est différent et il aime pas le regard des autres sur lui, il se considère un peu comme un monstre parce que bah il a ce problème à la mâchoire et tout et Lia essaye en fait de
peaufiner un peu son monde, de faire en sorte que ça reste en équilibre, voilà, sa vie avec son fils, son père, son refuge, les reines, etc. Enfin, elle est quand même assez bien occupée, hein. Et un jour, il y a un charmant jeune homme qui arrive au refuge et qui va passer quelques nuits en même temps qu'un autre client qui s'appelle Nicolas Klaus. Et ce jeune homme n'est d'autre que Baron Véroni, mais il s'enregistre sous un autre nom parce que c'est un célèbre chef cuisinier, mais il n'a pas envie en fait d'être identifié comme un célèbre cuisinier parce qu'en fait il va dans ce refuge de manière incognito. Il veut voir comment sont traitées les reines et si les reines en fait sont bien nourries, etc., etc. Parce qu'il souhaiterait acheter un renne à la fin de son séjour si celui-ci est bien traité afin de le cuisiner, mais en fait il ignore complètement qu'il n'y a aucun renne à vendre et encore moins pour être mangé parce que Lia est végétarienne en fait et elle ne vendrait jamais ses rennes pour qu'ils soient mangés, ça c'est sûr et certain, donc il y a déjà un petit problème par rapport à ça, mais les deux vont quand même se rapprocher et devenir amis et plus bien sûr et voilà, ils vont fêter Noël, enfin c'est très mignon, vraiment c'est adorable. C'est une petite romance toute douce, toute mignonne que je vous invite à lire, voilà, si vous avez l'occasion en décembre prochain parce que ça fait vraiment le taf. J'ai aussi lu pour Noël Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Pour tout vous avouer, en fait, je l'ai eu à Noël et quand je l'ai eu à Noël, je me suis dit ah trop bien, je vais trop le lire après Noël parce que je voulais trop le lire en décembre. J'aurais regretté en fait d'attendre un an pour le lire et j'ai bien fait de le lire là parce que c'était un gros coup de cœur. J'ai adoré cette histoire, mais c'était magnifique, vraiment. C'est une histoire jeunesse où on va suivre un petit garçon qui s'appelle Jack et qui a un doudou depuis qu'il est tout petit, qui est un cochon et qui est appelé Elsie en fait, et Elsie c'est son confident, c'est son ami le plus proche et il vit des grandes aventures depuis qu'il est tout petit avec Elsie et grâce à Elsie, il a quand même réussi à traverser des épreuves difficiles, notamment le divorce de ses parents ou le fait que sa mère ait voulu déménager en fait pour se rapprocher de ses parents. Jack du coup il se confie tout le temps à Elsie et c'est son meilleur ami et sans Elsie il serait vraiment perdu. Sauf que à la veille de Noël en fait il va perdre Elsie et il va être complètement dévasté par cette perte. Et durant la nuit de Noël, un cochon de Noël, un doudou exactement qui ressemble en fait à Elsie mais qui n'est pas Elsie, va venir voir Jack et va lui proposer d'aller retrouver Elsie dans le monde des objets disparus. Et là commence une grande aventure où en fait ils vont passer de frontière en frontière dans cette énorme contrée. C'est hyper bien fait, c'est magnifiquement même bien fait, c'est très mignon et ce livre a réussi à me faire pleurer. Il était hyper touchant, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire que j'ai trouvé magnifique, très belle et que je vais garder et que je lirai à mes enfants plus tard parce que je l'ai trouvé magnifique, vraiment. Et je vous invite à la lire parce que même si c'est du jeunesse, ça se lit déjà très vite, très bien et les messages qu'il y a dedans sont tellement touchants et tellement mignons, enfin bref, une très belle lecture. Et j'ai aussi lu en lecture commune avec Tom Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Et gros coup de cœur, voilà. J'avais un petit peu peur de me lancer dans un nouveau T.J. Klune parce que depuis en fait La Maison au milieu de la mer céruléenne, qui a été un énorme coup de cœur pour moi, ça a été pendant une grosse partie de l'année ma meilleure lecture de 2022. D'ailleurs je vous remets ma vidéo des meilleures lectures de 2022 juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et en fait ce livre se retrouve dans mon top 3 de mes meilleures lectures 2022, donc c'est pour dire à quel point je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est aussi touchant et aussi doudou que La Maison au milieu de la mer céruléenne, bien que ça parle de sujets radicalement opposés, puisque là ça va beaucoup plus parler de mort, de deuil, de comment avancer une fois qu'on est décédé ou comment faire pour accepter la mort de quelqu'un. C'est tellement beau, tellement bien fait, tellement bienveillant. J'ai pleuré aussi en lisant ce livre là, la fin m'a complètement brisé le cœur, m'a retourné, enfin c'est un livre magnifique. Il y a une romance MM dedans qui est très belle aussi. Dans cette histoire en fait on va suivre Wallace qui a une quarantaine d'années à peu près et qui est avocat et en fait son travail c'est absolument toute sa vie. Vraiment il n'a pas d'autre passion, c'est son travail, c'est sa vie et il a rien à côté. Avant il était marié mais voilà il a divorcé et ça s'est pas très bien terminé avec son ex-femme. Mais c'est pas grave parce qu'il a son travail et toute sa société qu'il a créée et voilà, pour lui tout le monde l'aime, tout le monde l'envie, tout le monde se rend compte que c'est quelqu'un de merveilleux parce que c'est un patron incroyable et tout.
Et en fait c'est pas tellement ça, Wallace il est détesté par tout le monde en fait, c'est un patron qui est très méchant, il a pas du tout la main sur le cœur, il est pas du tout compréhensif, il est pas dans l'écoute des autres, et il veut pas se tracasser avec les soucis des autres, et il a pas en fait de côté empathique en fait. Et un jour il va mourir d'une crise cardiaque un dimanche à son travail. Et il va assister à son enterrement et il va se rendre compte qu'en fait qu'il n'était pas pressé, il n'y a personne quasiment dans son enterrement. Il pensait que les gens pleureraient, que les gens le regretteraient, mais en fait tout le monde s'en fout de lui. Et ça va être déjà une première révélation, et c'est un crève-cœur quand même, parce que même si voilà il est pas très gentil au début du roman, ça fait mal au cœur de le voir comme ça. Et ensuite il va être conduit à Hugo, une faucheuse va l'emmener à Hugo qui tient un salon de thé, et Hugo est un passeur en fait, c'est à dire qu'à l'étage de son salon de thé, eh bien il y a une porte que seul Hugo peut ouvrir, et qu'il l'ouvrira seulement quand Wallace sera prêt à passer le cap et qui l'emmènera vers un... Mais on ne sait pas exactement où, on ne sait pas ce que c'est cet ailleurs, on sait juste que c'est un endroit absolument merveilleux qui l'emmènera quelque part où il se sentira à sa place, parce que maintenant c'est un fantôme, il a plus sa place parmi les vivants, mais voilà c'est pas prêt en fait à passer le cap, et du coup il va s'installer provisoirement dans cet établissement qui est un salon de thé, et il va s'attacher en fait aux résidents qu'il y a dans ce salon de thé, parce qu'on a un fantôme aussi qui est là et qui ne veut pas partir depuis des années. On a aussi la faucheuse qui l'a donc amené à Hugo, qui est aussi très attachante, il y a un chien aussi, enfin bref c'est une très très belle histoire. J'ai été complètement retournée, chamboulée, je l'ai trouvé trop beau, trop bien fait, et j'adore la plume de TJ Klune, vraiment, il écrit des histoires qui sont magnifiques, il arrive à, je sais pas, à donner un côté doudou même aux thèmes les plus sombres comme la mort en fait, et ça m'a beaucoup touchée, et j'ai beaucoup pleuré à la fin encore une fois, donc je ne peux que vous le recommander, c'est une histoire magnifique vraiment. Et du coup voilà pour mon update lecture du mois de décembre. Bon vous voyez il y a beaucoup de relectures que j'ai fait, et j'ai eu des lectures qui étaient excellentes, qui ont été des coups de cœur, et j'ai aussi eu des déceptions qui étaient pas terribles, donc vous voyez j'ai vraiment eu des lectures où c'était soit j'ai adoré à mort, soit c'était bof ou des déceptions, donc vraiment c'était tout ou rien au mois de décembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.